Bonjour Thierry. Bonjour Elisabeth. Alors vous êtes professeur d'histoire et géographie, vous êtes passé par l'expérience de la psychanalyse et puis je crois qu'au téléphone vous m'avez dit que ça avait permis d'interroger votre pratique autrement. Oui, tout à fait. En fait, les deux sont liés dès l'origine. C'est-à-dire que la psychanalyse, je l'ai découverte dans le cadre professionnel. Parce que, comme je vous avais expliqué, j'ai eu des petits accidents personnels dans la vie qui m'ont totalement envahi, ce qui n'était pas prévu du tout. Et ça s'est révélé pendant que j'étais en situation d'enseignement. J'ai dû interrompre quand même ma pratique d'enseignant quelque temps, parce que je ne pouvais plus enseigner. Et donc j'ai commencé mon travail analytique. Et le travail analytique, il était à visée personnelle. Il n'avait absolument pas comme objectif d'avoir une traduction dans ma pratique d'enseignant. Mais en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, les deux se sont mêlés. Et petit à petit, tout en continuant l'analyse, parce que je ne savais pas pour combien de temps je m'engageais dans ce travail-là, et ça a été long finalement, puisque ça a duré 9 ans, à raison de 2 séances par semaine, pratiquement tout le temps. Donc c'était assez intensif, avec une intensité différente. Au départ, il y avait une urgence à régler, et puis petit à petit, c'est devenu un travail de fond. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que le questionnement que je faisais émerger au cours de mes entretiens avec mon analyste, en fait, infusait dans ma pratique. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un regard sur moi, enseignant. Ça a été compliqué avec les élèves, parce que j'étais dans une exigence professionnelle très grande, très forte. J'étais très exigeant envers moi-même et je l'étais autant envers les élèves. Et il y avait souvent des situations de blocage. C'est-à-dire que les élèves rechignaient à me suivre dans les exigences que j'avais pour eux. Et moi, je ne comprenais pas, parce que j'estimais que c'était à moi de donner le là, j'allais dire, de fixer les objectifs et par contre de les y emmener. Et je ne comprenais pas pourquoi ils ne me suivaient pas en réalité. Alors, la transmission était pour moi centrale. Je m'en rendais compte puisque je devenais de plus en plus attentif à ce que je faisais. Et donc, de fait, ce travail d'interrogation dans lequel j'étais engagé m'a amené à interroger ma pratique. Mais encore une fois, c'est ça qui était curieux, c'est dans l'après-coup. Parce que insensiblement j'ai changé, et maintenant quand je le dis, c'est parce que je m'en suis rendu compte. Ce sentiment d'être en conflit parfois avec les élèves parce que je voulais le meilleur pour eux. Alors on est toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pour moi, l'école, c'est important. Dans ma trajectoire personnelle, ça a été quelque chose qui a compté. Je dois tout à l'école, et quelque part, je reproduisais ce même schéma, et je voulais que pour eux, l'école soit une planche de salut. Sauf que la génération n'est plus la même, le contexte n'est plus le même, et surtout, eux avaient leurs propres envies, leurs propres attentes, qui n'étaient pas les miennes. Donc je pense que je projetais massivement sur mes élèves, d'abord moi, ma situation d'élève, quand je l'étais, et ensuite mon désir de réussite, que je voulais faire leur. Alors pour certains, ça fonctionnait bien, j'étais en symbiose avec certains élèves qui avaient un peu le même fonctionnement que moi, mais globalement, je n'avais pas une classe en face de moi, j'avais des individus qui chacun réagissait à leur façon, et parfois je devenais maltraitant. J'étais pas du tout à l'écoute de ce que eux voulaient, de ce qu'ils pouvaient et de ce qu'ils ne pouvaient pas. J'étais cinglant en fait avec les élèves, je ne leur pardonnais pas de ne pas satisfaire les attentes qui étaient les miennes en matière d'enseignement. Et c'est là que je dis que j'étais maltraitant, parce que moi j'estimais que je faisais le maximum, qu'ils pouvaient aussi faire le maximum, et que normalement je leur avais donné les clés pour réussir, donc je ne comprenais pas qu'ils ne réussissaient pas. Et cette absence de réussite de leur part était pour moi un échec en fait. Ça me renvoyait comme en situation d'échec. Et donc du coup je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer comme ça, parce que j'en parlais en analyse. Quand je rentrais à la maison, je me disais bon, alors je comprends pas, ça n'a pas fonctionné, et du coup je me posais la question d'analyse pour essayer de comprendre. En fait, ce mécanisme d'interroger, c'est l'analyse qui me l'a donné, et je l'ai projeté sur ma pratique ensuite, parce que je me suis dit si ça marche sur moi en tant que personne, ça devrait aussi fonctionner, en tout cas donner quelque chose lorsque je vais poser ce questionnement dans ma pratique. L'enseignant, enfin je me dis, il est seul devant sa salle. On est seul devant les élèves, ma porte est ouverte quand je fais cours, donc on peut regarder, il n'y a pas de secret, mais on est quand même seul. Et souvent, je voyais que c'était frontal. C'est-à-dire, à la fois, je le disais de manière humoristique, il y avait des pères dieux qui me regardaient. Et puis moi qui les regardais. Et parfois, dans ce regard, ça passait, et puis parfois, ça ne passait pas.
Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était mon problème à moi, avant d'être le leur. Ce problème, c'était que je voulais qu'ils réussissent. Et quelque part, je voulais leur bonheur. Je voulais que ce soit pour eux sortir de leur milieu social pour certains, parce que j'enseigne dans une REP. Donc c'est vrai que pour la plupart des élèves, même si on a un public mixte, pour beaucoup, l'école, sera la seule planche de salut. Avec le travail de l'analyse, où on travaillait sur la parole, et je me suis dit, mais mon travail, c'est la parole. Mon outil de travail, c'est la parole. Et au fur et à mesure de l'enseignement qu'on développait à l'extérieur, parce que je m'étais inscrit dans un cartel après, etc., donc on travaillait sur le statut de la parole, avec tous les quiproquos, tous les manques, toutes les impasses de la parole. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le cœur de mon métier. Dans ma pratique en tant que prof d'histoire géo, on questionne les textes, on questionne la parole du passé ou du présent, et on se méfie, on sait bien qu'elle est forcément orientée. Et tout ce travail, je le faisais naturellement, parce que c'était un travail didactique que je faisais naturellement avec les élèves, mais je n'en avais jamais perçu la dimension de moi en situation. Et il y avait une sorte de mise en abîme, en fait. Et je me suis rendu compte que l'outil sur lequel je m'appuyais, il était imparfait, et foncièrement imparfait. Moi, qui ai dans ma pratique comme seul outil le langage, je me dis, je serai toujours à côté de ce que je veux leur dire, de ce que je voulais leur dire, de ce que je voulais qu'ils entendent, de ce qu'ils peuvent me dire. Et je connais la limite. Et donc, il n'y a plus ce que j'éprouvais donc avant, au tout départ, c'est-à-dire cette espèce de frustration qui était la mienne, d'avoir une incapacité à être entendu, à être compris, et à eux, de leur côté, à se dire correctement. Et cette limite, c'est la règle du jeu. Et quelque part, au lieu de me décourager, ça me rassure. Ça a été une libération pour moi. Et qu'à partir de là, j'ai moins accordé d'importance à la transmission du savoir. Parce que je me suis dit, de toute façon, il y aura du ratage. J'ai bien compris que c'était pas du registre du sens du dictionnaire. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un glissement. Et j'ai fait un pas de côté. Et je me suis dit, alors j'avais jamais eu l'intention d'arrêter mon enseignement, mais je me suis dit, il faut que je m'y prenne autrement. Parce que il me reste encore beaucoup d'années. À ce moment-là, c'était le cas. Un peu moins maintenant. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'arrive tous les matins remonter comme un coucou et je leur tombe un bras raccourci dessus en leur disant maintenant ça va se passer comme ça, ou je leur laisse un espace. Les digressions sont toujours possibles et ça c'était pas possible avant. J'avais verrouillé. J'intègre ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont apporter, ce qu'ils vont aussi changer. Et même parfois je suis moi-même surpris, ça arrive plus d'une fois. Ils ont vu quelque chose que je n'avais pas entendu. Dans une parole que j'ai pu prononcer, ils l'ont fait résonner d'une manière que c'était pas du tout la mienne. Et tout à coup, je me dis, oui, c'est pas mal ça, en effet, je n'avais pas perçu ça comme ça. Donc oui, ils m'enseignent aussi autant que je peux leur enseigner. Et c'est ça qui a, je crois, mis un peu de jeu dans le cours, où j'ai senti les élèves se décontracter, c'est-à-dire, mais c'était en réalité moi qui me décontractais. J'ai accepté qu'il y avait des paroles qui n'étaient pas celles que j'attendais. Voilà. À partir de là, il y a eu un peu plus de vie dans la classe. Et je me dis, on va faire le maximum, on va aller le plus loin possible. C'est un peu comme ça que je fonctionne maintenant. Et si on va très loin, tant mieux. Dans ce que j'avais prévu, peut-être surprise, il y a des réponses. Il m'entraîne encore plus loin que je ne le croyais, et tant mieux, je joue le jeu aussi. Et puis parfois, non. Parfois, ça ne prendra pas. C'est un peu comme l'interprétation que pose l'analyste. L'analysant l'entend ou pas. Il ne l'entend pas, on continue. Il l'entend, on rebondit et on avance. Je fonctionne un peu comme ça. Mais dans ce cadre que j'ai délimité, qui est relativement souple en réalité, ils peuvent être des personnes singulières. Et ça, c'est clairement l'analyse qui me l'a apporté, la singularité de chacun. Parce que moi, je me disais, j'arrive dans mes séances en apportant ce que je suis, et eux, ils font pareil en réalité. Ils arrivent comme ils sont. L'appellation élève, elle est pratique parce qu'on y fait tenir tout dessous. Ils sont des élèves, donc ça neutralise la singularité de chacun et ça permet de standardiser forcément la parole. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas adresser une parole singulière à chacun, mais quand même que j'allais avoir en retour un retour singulier de chacun. Donc moi, je restais ce que j'étais, mais eux devenaient des personnes singulières. J'avais pas une classe, mais des individus. Et ça a été, quand j'ai évoqué ce rapport frontal au niveau du regard, il y avait ce côté face à face. Et
petit à petit, on n'était plus dans le face-à-face un contre tous, mais un à un. Il y a des réponses, des remarques, des attitudes d'élèves qu'on ne peut pas ignorer quand on a fait un travail. Je pense à une élève en particulier, de 5e, et je ne sais plus quelle question on abordait, et à un moment donné, elle a eu une réaction, et elle me dit « Oui, mais les hommes ont faim ». Alors, c'était absolument pas en lien avec le sujet. C'est une fille en plus qui est un petit peu mal à l'aise dans le langage parce qu'elle n'est pas francophone d'origine. Donc, je me suis dit, elle a peut-être mal choisi son mot, mais je voulais en avoir le cœur net. Donc, j'ai arrêté le cours et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, les hommes ont faim? Alors, elle a eu un sourire gêné. Elle m'a dit, ben oui, ils ont faim, quoi. Je lui ai dit, mais explique-moi. Nous, les filles, on est en danger. Elle me dit, mais oui, quand je sors, et là, elle s'est mise à me raconter des anecdotes dans le quartier. Donc, ça, c'est un exemple, quand je dis la parole se libère, où j'autorise. Où avant, je n'aurais pas permis, j'aurais tout de suite fermé. Et en réalité, là, je me suis dit, non, je perds pas mon temps. Et cette fille me dit quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait abordé la question en EMC des rapports hommes-femmes, et que ça avait cheminé, et que pour elle, par exemple, ça avait surgi comme ça. Clairement, je pense que je n'aurais pas fait attention de la même manière avant. Disons que c'était pas dans le cadre du cours du moment, mais pour elle, elle a fait le lien. Et par exemple, quand je fais justement cette question sur, en EMC, l'égalité garçon-fille, on travaille sur ce thème-là, et là, la psychanalyse me sert parce que je me dis, attention comment je vais en parler. Attention de ne pas parler de toi, ce que ta représentation, même si j'adapte à des enfants de 5e, mais ce que moi j'y mettrais dans mon discours, mais je me pose la question, qu'est-ce que je veux y mettre quand j'aborde cette question? J'ai toujours ce pas de côté. Et je ne l'aurais pas eu, je crois, si j'avais pas fait ce travail d'analyse. Mais souvent, je me dis, alors ça c'est mon opinion sur l'analyse, le silence me conviendrait mieux. Pourtant, je parle facilement, je parle beaucoup, mais c'était peut-être aussi pour combler, je le sais, quelque chose qui n'arrivera jamais à se dire vraiment. Et la question du sens, qui est pour moi centrale dans ma matière, elle est, je le sais, en ligne directe avec le questionnement que j'ai posé, pourquoi? Et souvent, je le disais à mon analyste, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je suis allé dans cette direction? C'est quelque chose véritablement que j'ai interrogé et que j'interroge encore, c'est-à-dire qu'il y a un non-sens à un moment donné. Enfin, il n'y a pas de sens. Et ça, c'est dur pour moi, parce que justement, dans ma pratique, j'ai quand même du sens à donner à ce que je fais avec eux, et pour eux, à essayer de donner du sens sur un document, quand on travaille, il y a un travail d'interprétation. Donc, j'ai dit peut-être si l'histoire elle a un intérêt, c'est de comprendre que le passé peut éclairer aussi le présent. Il ne le détermine pas à 100%, heureusement, mais quand même, il peut rendre compte d'eux. Et ça, je me dis, c'est mon discours de mon travail en analyse. C'est ce que j'ai fait, en fait. Il fallait que je remette les choses dans l'ordre. Tout était un peu en vrac. Et donc, j'ai reconstruit un discours qui me va, qui me convient, qui me correspond, mais c'est une fiction. Et je me dis, l'histoire, elle s'appuie sur des sources, mais le discours, lui, est quand même une fiction. Et on prend l'exemple, je dis, on est dans cette salle en ce moment, regardons tous par la fenêtre, prenez une feuille, décrivez ce que vous voyez, et on va avoir 25 descriptions différentes. Pourtant, on est au même moment, au même endroit, on regarde la même chose. Alors, comment ça se fait? Et il y en a très, très vite qui réagissent en disant, oui, mais on n'est pas tous pareils. Je lui dis, vas-y, explique-moi. Et voilà, donc on est au cœur du travail. C'est en ce sens que je me dis, ça enrichit ma pratique. Donc je préfère rester un enseignant, je veux dire, instruit par l'analyse. Ça me va.